Le 35e étage de la tour de verre scintillait sous la lumière de l'après-midi ce dimanche. À l'intérieur de la salle de conférence, la tension crépitait comme de l'électricité statique alors que Rebecca Lane affrontait la négociation la plus cruciale de sa carrière. En face d'elle, le cheikh Omar Al-Har s'exprimait avec volubilité en arabe, ses mots cinglants de frustration. Le traducteur avait disparu sans crier gare, laissant l'équipe de Rebecca désemparée. Omar se leva de sa chaise, se préparant à partir. Dehors, dans le couloir, Sofia Alvarez, 6 ans, lisait pendant que son père David nettoyait à proximité. Les mots arabes qui flottaient à travers la porte la firent lever les yeux, et elle entra dans la pièce, parlant un arabe parfait et cristallin qui glaça tout le monde. David Alvarez nettoyait des immeubles de bureaux depuis 7 ans, depuis le décès de sa femme Maria des suites d'un cancer. À 35 ans, ses mains portaient les callosités du travail honnête. Son dos était légèrement courbé par d'innombrables heures passées à laver des sols et à vider des poubelles. Mais quand il regardait sa fille Sofia, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle était son univers, la raison pour laquelle il se levait à 4 heures chaque matin, sa motivation pour prendre des quarts supplémentaires chaque fois que possible. Leur petit appartement dans le Queens n'était pas grand-chose, mais il l'avait rempli de quelque chose de plus précieux que le luxe. Des livres. Des centaines, achetés lors de ventes de bibliothèques, de friperies et de brocantes, alignés sur des étagères improvisées qu'il avait construites avec du bois de récupération. Chaque surface était recouverte de piles d'encyclopédies, de guides linguistiques, de manuels scientifiques et de littérature enfantine en plusieurs langues. David lui-même n'avait terminé que le lycée, ayant abandonné le collège communautaire lorsque Maria était tombée enceinte. Mais il comprenait que l'éducation était l'échelle que sa fille grimperait pour atteindre des sommets qu'il ne pouvait qu'imaginer. Sofia n'était pas une enfant de 6 ans ordinaire. Alors que d'autres enfants de son âge luttaient avec la lecture de base, elle dévorait des textes en plusieurs langues avec un appétit qui étonnait ses professeurs. Son esprit fonctionnait différemment, traitant les schémas et les sons avec une clarté qui semblait presque surnaturelle. 3 mois plus tôt, elle avait découvert un vieux manuel d'arabe lors d'un échange de livres communautaires. Quelque chose dans l'écriture fluide l'avait captivée. Elle suppliait David de lui trouver plus de ressources. Et bien qu'il ne puisse pas se permettre des leçons formelles, il avait réussi à trouver des enregistrements audio à la bibliothèque publique et des vidéos gratuites en ligne. Chaque soir, pendant que David préparait leur simple dîner, Sofia s'asseyait à leur petite table de cuisine, traçant soigneusement les lettres arabes, se murmurant les sons jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi naturels que la respiration. Rebecca Lane avait bâti sa réputation grâce à des journées de 16 heures et une efficacité implacable. À 30 ans, elle était la plus jeune PDG de l'histoire de son entreprise, une réussite qui s'accompagnait d'une pression écrasante de la part du conseil d'administration. Cet accord avec le consortium du cheikh Omar représentait 2 ans de culture minutieuse, d'innombrables emails et 3 voyages à Dubaï. S'il réussissait, il sécuriserait sa position et ferait taire les murmures selon lesquels elle était trop jeune, trop inexpérimentée. Le contrat apporterait 40 millions de dollars d'investissement et créerait 300 emplois dans la ville. Tout dépendait de cette réunion. Le cheikh Omar Al-Fayed inspirait le respect partout où il allait. À 48 ans, il avait bâti un empire couvrant l'immobilier, l'hôtellerie et la technologie à travers le Moyen-Orient. Mais sous le top de créateur et la barbe soigneusement taillée battait le cœur d'un jeune bédouin qui avait grandi en récitant de la poésie sous les étoiles du désert. Il valorisait l'honneur par-dessus le profit, les relations par-dessus les transactions. Le traducteur manquant n'était pas seulement un inconvénient, c'était une insulte, un signe que ces Américains ne le prenaient pas, lui ou sa culture, suffisamment au sérieux pour avoir un plan de secours. La ville autour d'eux pulsait de son énergie dominicale habituelle. Les vendeurs de rue appelaient dans une douzaine de langues. Les taxis klaxonnaient leur impatience, et quelque part, une cloche d'église rivalisait avec l'appel à la prière d'une mosquée voisine. C'était New York dans son authenticité la plus pure, un lieu où les mondes s'entrechoquaient et, parfois, miraculeusement, se connectaient. La salle de conférence avait été méticuleusement préparée depuis l'aube. L'assistante de Rebecca avait tout arrangé, de la restauration halal au café arabe précisément refroidi, servi dans des tasses à bord dorées importées spécialement pour l'occasion. Les contrats reposaient prêts sur la table en acajou, leur page nette et officielle, ne nécessitant que des signatures pour transformer des mois de négociations en réalité. Le mur de fenêtre offrait une vue spectaculaire sur la ville, le genre de vue censée impressionner les visiteurs, leur rappeler l'ambition et la réussite américaine. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient sans leur traducteur,
Rebecca regardait son plan méticuleusement orchestré s'effondrer comme un ancien parchemin exposé à l'air. La patience d'Omar céda en premier, éclatant comme une tempête du désert. Il lança un flot rapide d'arabe, ses mains gesticulant vivement alors qu'il s'adressait à son équipe de 4 conseillers. Ils hochèrent la tête sombrement, rassemblant leurs papiers avec une efficacité bien rodée. Leurs visages étaient des masques de déception professionnelle. Rebecca ne saisit qu'un seul mot qu'elle reconnut de ses études limitées d'arabe, Kala, fini. Son cœur se serra alors qu'elle réalisait l'ampleur de cet échec. Le conseil d'administration la crucifierait lors de la réunion d'urgence de lundi. 300 familles ne recevraient pas les emplois qu'elle avait promis au maire. Tout son avenir, tout ce qu'elle avait sacrifié et pourquoi elle avait travaillé, était en équilibre sur le fil du rasoir, basculant vers le désastre. « S'il vous plaît, Cheikh Omar », dit Rebecca en se levant, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains, son calme habituel tenant à peine. « Donnez-nous 30 minutes. Je vous promets que nous trouverons un autre traducteur. Cet accord signifie tout pour nos 2 entreprises. » Omar s'arrêta à la porte, la main sur la poignée en acier brossé, se retournant avec des yeux qui contenaient à la fois de la déception et quelque chose comme de la pitié. Il parla à nouveau en arabe, plus lentement cette fois, comme s'il espérait que quelqu'un comprendrait par magie. Ces mots portaient le poids de la finalité, le son de l'opportunité s'éloignant pour toujours. Derrière lui, ses conseillers se déplaçaient inconfortablement, conscients des millions de dollars qui se dissolvaient dans ce moment de mauvaise communication culturelle. David essuyait les fontaines d'eau dans le couloir quand il entendit les voix fortes pénétrer les lourdes portes de la salle de conférence. Les heures supplémentaires du dimanche rapportaient le double, de l'argent dont il avait désespérément besoin pour les futures dépenses scolaires de Sophia et le manteau d'hiver qu'elle avait déjà dépassé. Il l'avait emmenée avec lui parce que leur babysitter habituel était malade de la grippe, l'installant dans le couloir avec ses livres préférés et la promesse de finir à 15 heures pour qu'il puisse visiter le parc avant le coucher du soleil. Mais les bruits provenant de la salle de conférence le rendaient nerveux. Les riches qui se disputent signifiaient généralement que quelqu'un comme lui finirait par être blâmé pour quelque chose, perdrait son emploi en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Il l'avait vu arriver trop souvent. L'assistante de Rebecca le dépassa en courant, manquant de faire tomber son chariot de nettoyage. Son téléphone portable collé à l'oreille, elle appelait frénétiquement des services de traduction, tous fermés le dimanche, ou exigeant des minimums de 4 heures pour des appels d'urgence qui arriveraient trop tard. La ville de 8 millions d'habitants, et il ne pouvait pas trouver un seul arabophone disponible immédiatement. L'ironie n'échappa pas à David, qui croisait chaque jour des dizaines de chauffeurs de taxi et de vendeurs de chariots ambulants parlant arabe sur le chemin de son travail. À l'intérieur de la salle de conférence, l'équipe d'Omar avait atteint la porte. Leur déception était palpable. Le directeur financier de Rebecca suppliait presque, offrant de doubler leur offre précédente s'ils voulaient bien attendre, s'il leur donnait une chance de plus. Mais l'argent n'était pas le problème. Le respect l'était. La confiance l'était. Et les deux avaient été brisés par cette négligence apparemment mineure qui révélait une insouciance plus profonde, un manque fondamental de préparation qu'Omar trouvait insultant. C'est alors que Sophia entra. Elle avançait avec la confiance inconsciente d'une enfant qui n'avait pas encore appris à douter d'elle-même, qui n'avait pas encore appris que certaines pièces n'étaient pas destinées à des gens comme elle. Ses boucles blondes captaient la lumière de l'après-midi traversant les fenêtres alors qu'elle s'approchait directement du cheikh Omar, sa petite voix claire et étonnamment autoritaire alors qu'elle parlait un arabe classique impeccable. « Que la paix soit sur vous, oncle Honoré. Pardonnez l'interruption. Mais j'ai entendu vos paroles à travers la porte. Vous avez dit que la confiance est comme le verre. Une fois brisée, elle ne peut être réparée. Mais ma mère, avant d'aller au ciel, m'a dit que les choses brisées peuvent devenir de l'art si nous sommes assez courageux pour les assembler différemment. Peut-être que ce moment n'est pas une rupture, mais un remodelage. » La pièce se figea dans un silence absolu. La main de Rebecca s'arrêta à mi-chemin vers son téléphone. Les conseillers d'Omar échangèrent des regards stupéfaits, leurs yeux écarquillés d'incrédulité. Même le bruit de la ville sembla se taire comme pour reconnaître cet instant impossible. L'air lui-même sembla se cristalliser autour de cette petite fille, parlant la langue des érudits et des poètes avec la facilité d'un locuteur natif. David fit irruption par la porte quelques secondes plus tard, tenant toujours sa serpillière, le visage rougi par l'embarras et la peur. « Sophia !» s'écria-t-il. « Je suis vraiment désolé, tout le monde. Veuillez pardonner l'interruption. Viens, mon bébé.
Nous devons y aller tout de suite. Mais Omar leva la main. Son expression passa de la colère à l'émerveillement, du rejet à la fascination. Il s'agenouilla lentement à la hauteur de Sophia, ses genoux craquant légèrement, répondant en arabe. « Et que la paix soit sur vous, petite érudite. Où avez-vous appris à parler la langue de la poésie avec tant de grâce ?» Sophia sourit, l'espace où elle avait récemment perdu une dent la faisant paraître encore plus jeune. Passant sans effort à l'anglais pour le bénéfice des autres, puis de nouveau à l'arabe pour Omar, elle répondit, « Des livres, mon oncle, et en écoutant des enregistrements. Mon père dit qu'écouter est la façon dont nous apprenons à comprendre les cœurs, pas seulement les mots. J'écoute l'arabe tous les soirs avant de dormir. La langue me chante dans mes rêves. » Rebecca retrouva sa voix, bien qu'elle sortît à peine un murmure. Elle traduit parfaitement. Cet enfant traduit parfaitement un arabe sophistiqué. Omar se leva lentement, ses yeux passant de Sophia à David, observant l'uniforme de travail taché de produits de nettoyage, les yeux fatigués qui parlaient de double quart et de sommeil sacrifié, la manière protectrice dont le concierge se plaçait près de sa fille comme un ange gardien en uniforme d'entretien. « Cet enfant remarquable est la vôtre ? » ?»« Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé pour le dérangement. Nous partirons immédiatement. Je sais que nous n'avons pas notre place ici. » Mais les paroles d'Omar portaient l'autorité de quelqu'un habitué à l'obéissance, mais aussi une chaleur qui n'avait pas été là auparavant. « Restez, s'il vous plaît. » Il se tourna vers Rebecca. Toute son attitude changea. Il semble que Dieu offre des solutions sous des formes inattendues. Si vous le voulez, j'aimerais que cette jeune fille nous aide à poursuivre notre discussion. Parfois, l'univers envoie exactement ce dont nous avons besoin sous des formes que nous n'attendons pas. Rebecca regarda David, le voyant clairement pour la première fois. Pas seulement l'homme invisible qui vidait ses poubelles et nettoyait son bureau, mais un père qui avait en quelque sorte élevé cet enfant remarquable. Un homme qui, malgré plusieurs emplois, avait créé un environnement où le génie pouvait s'épanouir. « Est-ce que cela vous conviendrait, monsieur Alvarez ?» David Alvarez, balbutia-t-il. « Sophia, chérie, ce sont des gens importants qui font un travail important. Nous ne devrions pas interrompre. » Sophia tira sur la manche de son père, ses yeux bleus sincères. « Papa, Madame Rebecca a besoin d'aide. Maman a dit que nous devrions toujours aider quand nous le pouvons. Elle a dit que c'est ainsi que les anges gagnent leurs ailes sur terre. » La négociation reprit avec Sophia perchée sur une chaise entre les deux parties, ses jambes minces se balançant légèrement au-dessus du sol alors qu'elle traduisait des termes financiers complexes avec la facilité de quelqu'un discutant de jeux de cours de récréation. Elle ne se contentait pas de traduire des mots, elle transmettait le ton, l'émotion et le contexte culturel que même les traducteurs professionnels manquaient souvent. Quand Omar fit une blague sur les chameaux et les capital risqueurs qui reposaient sur des jeux de mots arabes, elle rit avant de traduire, expliquant le calembour à l'équipe américaine, et sa joie sincère brisa sa réserve restante. Elle devint non seulement une traductrice, mais un pont, son innocence et sa sincérité dissolvant la tension qui s'était calcifiée entre les deux parties. Comment connaît-elle ces termes techniques ? Murmura Rebecca à David, qui avait été convaincu de s'asseoir à proximité, bien qu'il soit perché sur le bord de sa chaise comme s'il était prêt à fuir à tout moment. Elle lit tout ce qui lui tombe sous la main. La semaine dernière, je l'ai trouvée avec mon ancien manuel d'économie du collège communautaire. Elle a dit que c'était intéressant. Elle lit la section économique des journaux que je ramène de la récupération, des revues médicales de l'hôpital où je nettoie la nuit. Elle absorbe tout. Il secoua la tête avec étonnement, ses yeux ne quittant jamais sa fille. Je n'ai jamais su qu'elle avait appris l'arabe à ce niveau. Elle devait s'entraîner pendant que j'étais au travail, en utilisant l'ordinateur à la bibliothèque. À mesure que l'après-midi avançait, l'atmosphère passa de la tension à la collaboration, de la suspicion à un véritable partenariat. Sophia demandait occasionnellement des éclaircissements. Ces questions étaient si perspicaces que les deux parties s'arrêtaient pour considérer des angles qu'elles avaient négligés. Lorsque la discussion porta sur l'impact communautaire, elle partagea sa propre observation, « Mon père travaille très dur, mais il dit que le travail honnête fait dormir honnêtement. Peut-être que cet accord peut aider plus de pères à dormir honnêtement. Peut-être qu'il peut aider les enfants à avoir plus de livres. » Les yeux d'Omar s'adoucirent visiblement, une humidité apparaissant alors que cette enfant américaine parlait sa langue maternelle. Il entendit des échos de sa propre fille, Amira, perdue à cause de la leucémie il y a 10 ans. Elle aurait eu 16 ans maintenant,
peut-être aussi brillante que cette petite, peut-être changeant le monde avec ses propres dons. Dis-moi, jeune Sophia, qui t'a enseigné notre belle langue? Personne ne m'a enseigné exactement, mon oncle. J'ai trouvé un livre à l'échange de livres du centre communautaire. Il avait de belles lettres comme de l'art, comme des oiseaux volants en formation. Ensuite, j'ai trouvé des enregistrements à la bibliothèque. Madame Chen, la bibliothécaire, m'a aidé à trouver des sites web où je pouvais entendre la prononciation correcte. Elle a dit, les langues sont comme la musique. Il faut entraîner son oreille avant sa langue. Elle passa à l'arabe, sa voix prenant une qualité narrative. J'ai pratiqué tous les jours, parfois pendant que papa dormait après son quart de nuit. L'arabe sonne comme de la musique mélangée à des mathématiques. Chaque mot a des racines familiales qui se connectent à d'autres mots comme un grand arbre aux branches étendues. C'est comme résoudre des énigmes faites de sons et de sens, et d'histoires tout à la fois. Omar rit, un son riche qui transforma son visage sévère en quelque chose de paternel et chaleureux. Vous comprenez la beauté de notre langue mieux que de nombreux locuteurs natifs qui la tiennent pour acquise. Dans mon enfance en Arabie Saoudite, j'ai mémorisé le Coran à la lumière d'une lampe, apprenant que les mots portent non seulement un sens, mais aussi une musique, comme vous dites. Mon grand-père m'a enseigné que l'arabe était la langue que Dieu avait choisie pour sa révélation finale parce qu'elle pouvait contenir plusieurs significations dans une seule phrase, comme la lumière se réfractant à travers un prisme. Les contrats furent examinés ligne par ligne, Sophia clarifiant des nuances qu'un traducteur professionnel aurait pu manquer. Sa compréhension allait au-delà du simple vocabulaire. Elle saisissait le poids culturel derrière certaines phrases, les implications qui se cachaient entre les lignes. Lorsqu'ils arrivèrent à un passage particulièrement complexe concernant la responsabilité et la force majeure, elle s'arrêta, réfléchissant attentivement, son petit front plissé de concentration. Le cheikh Omar craint que les exigences d'assurance ne puissent entrer en conflit avec les structures de financement conformes à la charia. Il suggère d'ajouter une clause permettant des arrangements alternatifs qui répondent à la fois aux normes légales américaines et aux principes financiers islamiques. Il dit que cela honorerait les deux traditions sans compromettre l'une ou l'autre. L'avocat de Rebecca hocha la tête avec appréciation, prenant des notes rapides. C'est en fait brillant. Cela protège les deux parties tout en respectant les considérations religieuses. Je n'aurais pas pensé à cet angle. À 17 heures, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon de Manhattan, l'accord principal fut conclu. Omar se leva, tendant la main à Rebecca, la poignée de main ferme et significative, puis surprenant tout le monde en serrant également la main de David avec un respect égal. Vous avez élevé une fille remarquable, monsieur Alvarez. Dans ma culture, nous disons que les enfants sont les fleurs du paradis. Votre fleur s'épanouit avec une beauté exceptionnelle et un parfum rare. Les yeux de David brillèrent de larmes non versées. Merci, monsieur. Elle est tout ce que j'ai dans ce monde. Sa mère serait si fière de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle est fière, dit Omar doucement, sa voix empreinte d'une conviction absolue. Les mères veillent sur leurs enfants depuis le paradis. C'est ce que je crois de tout mon cœur. L'esprit de votre femme vit dans l'esprit remarquable de cet enfant. Rebecca suggéra de poursuivre les discussions autour d'un dîner pour célébrer cette avancée, mais David hésita, son inconfort évident. Nous devrions rentrer. Nous ne nous intégrons pas vraiment dans ce genre d'endroit. Sophia doit faire ses devoirs pour demain. Absurde, dit Rebecca fermement, se surprenant elle-même par sa véhémence. Vous faites partie de ce succès, tous les deux. Cet accord n'aurait pas eu lieu sans Sophia. Le restaurant choisi par Rebecca était élégant mais pas ostentatoire, avec une salle à manger privée qui permettait une conversation confortable à l'abri des regards curieux. David s'assit raidement au début, ne sachant quelle fourchette utiliser, submergé par le nombre de verres à sa place. Mais l'aisance naturelle de Sophia l'aida à se détendre. Elle interrogea Omar sur l'architecture de Dubaï, sur les mathématiques de la construction dans le sable, sur la manière dont les gratte-ciel pouvaient résister aux tempêtes du désert. Sa curiosité était sans limite et contagieuse. Votre fille voit des liens que d'autres manquent, dit Omar à David pendant le plat principal. A-t-elle été testée pour ses aptitudes? L'école voulait la faire avancer de 3 classes, peut-être plus. Mais je voulais qu'elle ait une enfance normale, des amis de son âge. Je ne veux pas qu'elle grandisse trop vite, qu'elle manque les joies simples de la jeunesse. Rebecca se pencha en avant, sincèrement intéressée.
Cela doit être incroyablement difficile de l'élever seul tout en cumulant plusieurs emplois. Comment gérez-vous tout cela? La mâchoire de David se serra légèrement, la fierté d'un homme peu habitué à la pitié ou à la charité étant évidente. Nous nous débrouillons. Sophia comprend notre situation. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé de choses que je ne pouvais pas lui offrir. Elle sait que chaque livre que je ramène à la maison est un trésor. Chaque visite à la bibliothèque une aventure. Papa travaille plus dur que quiconque au monde entier, intervint Sophia, sa voix féroce de loyauté. Il dit, l'argent n'est pas la richesse. L'amour est la richesse. Le temps est la richesse. La connaissance est la richesse. Nous sommes très riches de toutes les manières qui comptent. Au dessert, tandis que Sophia s'exerçait à écrire le nom d'Omar en écriture arabe sur sa serviette, ajoutant des fioritures décoratives qu'elle avait apprises en étudiant l'art islamique en ligne, Rebecca se retrouva à observer David. Ses mains, rugueuses par le travail, cicatrisées par les produits de nettoyage industriel, bougeaient avec une douceur surprenante alors qu'il aidait Sophia avec une lettre difficile. Ses yeux, fatigués mais bienveillants, s'éclairaient chaque fois que sa fille parlait. Il y avait une dignité dans sa posture qui transcendait ses circonstances, une noblesse qui n'avait rien à voir avec la richesse ou la position. « Parlez-moi de la mère de Sophia » demanda Rebecca doucement pendant que Sophia montrait à Omar son carnet arabe rempli de mois de pratiques minutieuses. L'expression de David changea, des souvenirs traversant ses traits comme des ombres et de la lumière. Maria était enseignante, à l'école primaire, en 2e année. Elle croyait que chaque enfant avait un don en attente d'être découvert, une lumière en attente de briller. Quand elle est tombée malade, quand nous avons su que le cancer gagnait, elle a passé ces derniers mois à s'enregistrer, à lire à Sophia, à lui apprendre à aimer apprendre. Elle a fait des centaines d'enregistrements, des histoires pour dormir, des leçons sur la gentillesse, des chansons espagnoles de son enfance. Elle disait que la connaissance serait l'héritage de Sophia, mieux que n'importe quel argent que nous pourrions lui laisser. Elle disait que Sophia changerait le monde un jour. Elle semble extraordinaire. Elle l'était. Parfois, je la vois dans les yeux de Sophia, cette même curiosité pour tout, cette même croyance que le monde est plein de merveilles à découvrir, la même foi que la bonté compte plus que le succès. Rebecca toucha brièvement sa main, surprise par sa propre audace. Elle voit cela en vous aussi. La façon dont vous avez préservé le rêve de sa mère, vous épuisant au travail pour que Sophia ait des livres et du matériel d'apprentissage. C'est l'amour en action. C'est de l'héroïsme sans cap. Leur conversation fut interrompue lorsqu'Omar se leva pour partir, ses conseillers rassemblant leurs affaires. Il y a une exposition culturelle samedi prochain au Metropolitan Museum. Art et sciences islamiques à travers les âges. Je serais honoré si vous et Sophia pouviez y assister en tant que mes invités personnels. Il y aura des érudits, des artistes, des scientifiques, des gens que Sophia devrait rencontrer. David se déplaça inconfortablement, conscient du fossé social que représentait une telle invitation. C'est très gentil, mais nous ne voudrions pas déranger. S'il vous plaît, interrompit Omar, sont-on sincères? Sophia a jeté un pont entre deux mondes aujourd'hui. Laissez-moi lui montrer davantage le monde qu'elle a choisi de comprendre. Et vous, monsieur Alvarez, vous m'honoreriez de votre présence. Un père qui élève un tel enfant est un homme que je veux mieux connaître. Peut-être avons-nous plus à apprendre l'un de l'autre que ce que cet après-midi a révélé, ajouta Rebecca rapidement. J'y assisterai aussi. Cela signifierait beaucoup pour moi si vous veniez tous les deux. Sophia leva les yeux vers son père avec des yeux avides, l'espoir brillant en eux. S'il te plaît, papa. Oncle Omar dit qu'il y aura des astronomes qui montreront comment les anciens Arabes ont cartographié les étoiles. Ils auront de vrais astrolabes que nous pourrons toucher. David ne put refuser ce visage. Il n'avait jamais pu. D'accord, nous viendrons. La semaine qui suivit apporta des turbulences inattendues. Des nuages sombres s'amoncelaient sur leur petit triomphe. Quelqu'un, probablement un concurrent jaloux qui avait perdu l'affaire, avait divulgué une version déformée des événements à un blog à potins spécialisé dans les scandales d'entreprise. Le titre était « Le concierge utilise son enfant pour manipuler un accord commercial milliardaire, la face sombre de l'Amérique des entreprises ». L'histoire dépeignait David comme un opportuniste manipulateur qui avait entraîné sa fille à interrompre la réunion, visant l'argent et la position. Elle suggérait qu'il avait planifié cela pendant des mois, que les compétences linguistiques de Sophia faisaient partie d'une escroquerie élaborée.
L'article devint viral en quelques heures, partagé par des personnes qui n'avaient jamais rencontré David, mais qui étaient promptes à juger, promptes à croire le pire. David découvrit l'histoire lorsque son superviseur lui montra l'imprimé mardi matin, le prévenant que la direction de l'immeuble révisait son emploi, en attendant une enquête. Les murmures le suivirent dans les couloirs qu'il avait nettoyés fidèlement pendant 7 ans. Les gens qui ne l'avaient jamais remarqué auparavant le regardaient maintenant avec suspicion ou fausse sympathie. Certains déplaçaient leurs objets de valeur lorsqu'il entrait dans les bureaux comme s'il pouvait les voler. D'autres offraient de faux sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. Le poids de leur jugement pesait sur lui comme une force physique. « Peut-être que nous ne devrions pas aller au musée, » dit David à Sophia ce jeudi soir, ne voulant pas expliquer pourquoi des étrangers étaient soudainement cruels, pourquoi les enfants à l'école répétaient ce qu'ils avaient entendu leurs parents dire. « Peut-être que c'est mieux si nous restons à la maison ce week-end. »« Mais tu as promis, » dit Sophia, sa déception claire. Et Madame Rebecca a appelé. Elle a dit que c'était important que nous venions. Elle a dit de ne pas croire ce que les gens racontent. Rebecca avait effectivement appelé plusieurs fois, laissant des messages de plus en plus urgents. Elle avait engagé un détective privé pour enquêter sur la source de la fuite, découvrant des liens avec une firme rivale qui avait voulu l'investissement d'Omar. Elle en avait également appris davantage sur David, sa libération honorable de l'armée après 2 missions, les récompenses d'enseignement de sa femme et le fonds de bourse d'études créé en sa mémoire, son dossier d'emploi impeccable malgré les congés pris pour tous les événements scolaires de Sophia. Chaque détail brossait un tableau d'intégrité sous pression, d'un homme faisant de son mieux dans des circonstances impossibles. Elle confronta aussi ses propres suppositions et son aveuglement. Combien de fois avait-elle croisé David dans les couloirs sans vraiment le voir? Combien d'autres travailleurs invisibles faisaient fonctionner son monde pendant qu'elle se concentrait sur les feuilles de calcul et les marges bénéficiaires? La révélation de sa propre ignorance occasionnelle la piqua plus qu'elle ne s'y attendait. Le samedi arriva, gris et pluvieux, à l'image de l'humeur de David. Il repassa son seul bon costume, acheté d'occasion pour les funérailles de Maria 4 ans auparavant, et polissa les chaussures d'école de Sophia jusqu'à ce qu'elles brillent comme des miroirs. Elle portait sa robe préférée, bleue comme ses yeux, avec le petit bracelet doré qui avait été celui de sa mère, un cadeau de quinceañera que Maria avait précieusement gardé. La salle du musée était bondée de l'élite de New York, des gens qui passaient l'été dans les Hamptons et l'hiver à Aspen. David sentait chaque regard, entendait chaque murmure derrière des mains manucurées. Certains le reconnaissaient de l'article viral, leurs yeux glissant sur lui avec mépris ou curiosité. Il voulait partir, se retirer dans la sécurité de l'invisibilité. Mais Sophia tenait fermement sa main, son excitation inébranlable alors qu'elle examinait des expositions d'astrolabes et de manuscrits enluminés, lisant les descriptions arabes aussi facilement que les anglaises. Omar les trouva près d'une exposition sur les innovations mathématiques, devant une présentation sur Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre. « David, dit Omar, j'ai entendu parler des mensonges qui circulent. Dans mon pays, nous avons un dicton. Les chiens aboient, la caravane passe. Ne leur prêtez pas attention. La vérité a sa manière de se révéler. Cela affecte mon travail, ma réputation, dit David. Peut-être que d'amener Sophia ici était une erreur. Peut-être aurais-je dû la cacher, la protéger de toute cette attention. La seule erreur serait d'éteindre la lumière de votre fille à cause de gens à l'esprit sombre, dit Omar. Sa voix portait une conviction née de ses propres pertes et luttes. J'ai vécu assez longtemps pour distinguer la vérité de l'invention, pour connaître la bonté véritable de la manipulation calculée. Vous êtes un homme honorable élevant un enfant exceptionnel dans des circonstances difficiles, ce qui menace les gens qui ont accompli moins avec plus, qui ont besoin de croire que le succès ne vient que du privilège. L'exposition comportait un espace de présentation où des universitaires discuteraient de divers artefacts. De manière inattendue, l'orateur prévu était tombé malade à cause d'une intoxication alimentaire. Le conservateur, sachant qu'Omar était présent, lui demanda s'il pouvait dire quelques mots à la place. Omar accepta, mais à une condition. J'aimerais que la jeune Sophia Alvarez se joigne à moi. Elle comprend quelque chose de la culture arabe que de nombreux érudits manquent, son cœur, son âme, son souffle vivant. Le murmure dans la foule fut immédiat, certains reconnaissant le nom du scandale. David voulut refuser pour protéger Sophia des projecteurs impitoyables et du jugement, mais elle lui serra la main. Maman a dit, nous ne devons pas cacher notre lumière sous le boisseau. Elle a dit, c'est la peur qui parle, pas la sagesse. Sur la petite estrade, Sophia se tenait à côté d'Omar,
naine devant sa présence, mais nullement diminuée, le menton levé avec une confiance tranquille. Elle attendit qu'il parle de l'âge d'or de la science islamique, des poètes et des mathématiciens qui ne voyaient aucune division entre l'art et l'arithmétique, entre la foi et la raison. Puis il lui fit un signe de tête. Sophia s'approcha du microphone, qui dut être abaissé considérablement. Elle parla d'abord en arabe, sa jeune voix portant une autorité surprenante. Au nom du compatissant, du miséricordieux. Le langage n'est pas seulement des mots. C'est un pont entre les cœurs, une clé pour ouvrir les portes de la compréhension, une lumière qui nous montre que nous sommes plus semblables que différents. Elle passa à l'anglais, ses mots prudents mais confiants. Mon papa nettoie des bâtiments. Il travaille très dur pour que je puisse avoir des livres, pour que je puisse apprendre, pour que je puisse grandir. Certaines personnes pensent que cela nous rend moins importants, moins dignes de respect. Mais j'ai appris l'arabe grâce aux livres de la bibliothèque et au site web gratuit parce que mon papa m'a appris que la connaissance ne se soucie pas de l'argent. Elle ne se soucie que de la faim d'apprendre, de comprendre, de se connecter avec d'autres êtres humains à travers les belles différences qui nous rendent uniques. La pièce était silencieuse, sauf le bruit de la pluie contre les puits de lumière du musée. Sophia continua, alternant entre l'arabe et l'anglais. Quand j'ai traduit pour le cheikh Omar et Madame Rebecca, je ne faisais pas que changer des mots d'une langue à l'autre. J'aidais les cœurs à se parler. C'est ce que fait le langage. Il nous rappelle que nous sommes tous humains, tous espérant des lendemains meilleurs, tous souffrant de nos pertes, tous guérissant par la connexion et la compassion. Elle regarda directement l'auditoire, dont certains avaient chuchoté à propos de son père quelques minutes auparavant. Ma maman est morte quand j'avais 3 ans, mais elle m'a laissé des voix, des enregistrements d'elle lisant, enseignant, chantant des berceuses en espagnol. Elle parlait anglais et espagnol et a rempli notre maison des deux. Maintenant, je parle aussi ces langues et l'arabe. Chaque langue que j'apprends est une façon de la garder en vie, de prouver que l'amour transcende tout, même la mort. Chaque mot que je traduis est une petite prière pour la compréhension dans un monde qui a besoin de plus de ponts et moins de murs. Sa petite voix devint plus forte. Le cheikh Omar a construit de hauts bâtiments qui touchent le ciel. Madame Rebecca construit des entreprises qui créent des emplois pour les familles. Mon papa construit quelque chose aussi. Il construit demain en rendant aujourd'hui propre et sûr pour tout le monde. C'est un travail noble. C'est un travail nécessaire. Et si la fille d'un concierge peut apprendre l'arabe et aider à réaliser un accord de 40 millions de dollars, alors peut-être devons-nous cesser de décider qui compte en fonction de son titre d'emploi ou de son compte en banque. Peut-être devons-nous nous voir les uns les autres avec des yeux plus clairs et des cœurs plus gentils. Le silence s'étira pendant 3 battements de cœur. 4. 5. Puis quelqu'un commença à applaudir. Un vieux professeur de Colombie. Puis un autre se joignit, un diplomate de l'ONU. Les applaudissements montèrent comme le tonnerre roulant sur la ville, des gens se levant, certains essuyant leurs yeux. David resta figé, des larmes coulant sur son visage alors que Sophia revenait calmement vers lui, prenant sa main aussi naturellement que la respiration, comme si elle n'avait pas simplement défié une salle entière de personnes puissantes à examiner leurs préjugés. Omar reprit le microphone, la voix lourde d'émotion. Cet enfant dit la vérité. Nous, les adultes, l'oublions souvent. Je suis venu en Amérique en colère à cause d'un traducteur manquant, prêt à abandonner un accord en préparation depuis 2 ans. Je repars reconnaissant d'avoir trouvé quelque chose de plus précieux, un rappel que la sagesse n'a pas d'âge, pas de classe, pas de langue unique. L'accord que j'ai signé avec la société de Mademoiselle Lan inclura une clause que j'ajoute dès maintenant, un fonds de bourse d'études pour les enfants comme Sophia, dont l'esprit a faim de connaissances mais dont les circonstances limitent l'accès. Il s'appellera la Fondation Sofia Alvarez pour les études linguistiques. Il regarda directement les journalistes présents, son ton devenant d'acier. Et laissez-moi être très clair concernant Monsieur David Alvarez. Toute suggestion selon laquelle il aurait manipulé cette situation est non seulement fausse, mais insultante pour tout ce que je représente. J'ai rencontré des présidents et des princes, des PDG et des célébrités. Peu m'ont impressionné par leur intégrité autant que cet homme qui travaille 2 emplois pour remplir le monde de sa fille de livres au lieu de s'offrir du confort. Quiconque continuera à répandre des mensonges à son sujet devra répondre à mon équipe juridique. Je leur ai déjà demandé d'engager des poursuites pour diffamation contre la source originale de ces rumeurs. Rebecca s'avança, ayant pris une décision qui allait remodeler la culture de son entreprise. Je veux ajouter quelque chose, annonça Rebecca.
À compter de lundi, Monsieur Alvarez se verra offrir un poste de coordinateur de notre nouvelle initiative de sensibilisation communautaire. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend ce que signifie le vrai travail, ce à quoi ressemble la vraie lutte. Quelqu'un qui peut nous aider à construire des ponts, non seulement avec des partenaires internationaux, mais avec les communautés que nous prétendons servir. Ce n'est pas de la charité. C'est la reconnaissance que nous avons été aveugles au talent dans notre propre immeuble. Combien d'autres enfants comme Sophia existent? Brillants mais négligés parce que leurs parents nettoient nos bureaux au lieu de s'y asseoir. David commença à protester, submergé par le changement soudain. Je n'ai pas de diplôme, dit-il. Je ne connais rien au. Vous savez, aux gens. Rebecca l'interrompit. Vous connaissez la dignité dans des circonstances difficiles. Vous savez comment faire naître l'espoir dans des situations désespérées. C'est ce dont nous avons besoin. Le reste s'apprend. Les semaines suivantes apportèrent des changements rapides, des bouleversements tectoniques dans leur petit monde. L'histoire du scandale fut rétractée après des pressions légales et la révélation d'un sabotage d'entreprise. Le journaliste qui l'avait écrite publia des excuses publiques, admettant qu'il n'avait pas vérifié sa source. David accepta le poste après que Sophia l'eut convaincu que c'était ce que Maria aurait voulu, que c'était une chance d'aider d'autres familles comme la leur. Il insista pour commencer à temps partiel, voulant faire ses preuves. Mais en un mois, ses aperçus des besoins communautaires avaient façonné 3 nouvelles initiatives que le conseil d'administration de Rebecca salua comme innovantes et essentielles. Sophia continua de fréquenter son école habituelle, mais passait ses après-midi dans un institut de langue, sa bourse couvrant non seulement l'arabe mais aussi le mandarin et le français. Elle devint une sorte de sensation, interviewée par des magazines éducatifs et invitée à prendre la parole lors de conférences. David travaillait dur pour la maintenir ancrée, lui rappelant que les dons s'accompagnaient de responsabilités. Que le privilège, même gagné, signifiait aider les autres à gravir la même échelle. Rebecca se sentit attirée par leur petite famille, les rejoignant pour des sorties à la bibliothèque le samedi et des dîners du dimanche dans leur appartement du Queens. Sa relation avec David évolua lentement, construite sur le respect mutuel et des valeurs partagées plutôt que sur les attractions superficielles de ses relations précédentes. Elle apprit à voir la ville à travers ses yeux, non seulement les tours de verre, mais les gens qui les nettoyaient, non seulement les affaires, mais les vies qu'elles affectaient. Elle découvrit la beauté des bodgas de quartier et des jardins communautaires, des familles se réunissant dans les parcs publics parce que leurs appartements étaient trop petits pour recevoir, des enfants faisant leurs devoirs dans les laveries pendant que leurs parents travaillaient de nuit. Omar venait chaque mois, devenant une figure paternelle inattendue pour Sophia. Il lui enseigna la poésie arabe classique, les vers de Rumi et d'Al-Mutanabbi. Tandis qu'elle lui enseignait des expressions idiomatiques américaines qui le faisaient rire, expliquant pourquoi les Américains disaient « piece of cake », morceau de gâteau, quand ils voulaient dire « facile » ou « break a leg », casse une jambe, quand ils voulaient dire « bonne chance ». Leur amitié, construite sur un moment de crise résolue par le courage d'une enfant, devint un modèle pour le partenariat plus large entre leurs entreprises, présenté dans des revues économiques comme un exemple de collaboration interculturelle réussie. 3 mois après l'événement du musée, ils se retrouvèrent au port où les cendres de Maria avaient été dispersées des années auparavant. Le soleil d'automne peignait l'eau d'or tandis qu'Omar versait du thé à la menthe traditionnelle d'une théière en argent qu'il avait rapportée de Dubaï. Un héritage familial que sa grand-mère avait utilisé. Dans ma culture, dit-il, observant la vapeur s'élever des vers, nous croyons que certaines rencontres sont écrites dans les étoiles avant notre naissance. Que Dieu met des gens sur notre chemin exactement quand nous en avons besoin, pas un moment avant ou après. Sophia, maintenant plus confiante mais toujours gentiment sérieuse, répondit en arabe. Maman disait quelque chose de similaire. Elle disait que les anges oublient parfois de porter leurs ailes, alors ils ressemblent à des gens ordinaires, mais si tu fais attention, tu peux les voir quand même. Tu peux les voir chez le concierge qui s'assure que les enfants ont des écoles sûres, chez le professeur qui reste tard pour aider les élèves en difficulté, chez l'homme d'affaires qui se souvient que les accords sont vraiment une question de personne. David serra sa fille contre lui, respirant le parfum de son shampoing, encore doux comme celui d'un bébé malgré sa sagesse grandissante. Que vois-tu quand tu nous regardes, petite ? Elle regarda leur petit cercle, son père, qui avait tout sacrifié pour son éducation, Rebecca, qui avait appris à voir au-delà des apparences et devenait lentement partie de leur famille, Omar, qui avait trouvé la guérison de son chagrin en la mentorant. Elle sourit avec la sagesse d'une enfant qui avait connu la perte et retrouvé l'amour. « Je vois une famille », dit-elle simplement.
d'abord en anglais, puis en arabe, puis en espagnol pour l'esprit de sa mère. Différents types de familles, mais une famille néanmoins. Celle que tu choisis, celle qui te choisit en retour. Alors que le soleil descendait vers l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'ambre, ils restèrent dans un silence confortable. La ville fredonnait sa chanson éternelle autour d'eux, des millions de vies s'entrecroisant de manière à la fois visible et cachée. Sophia sortit un petit carnet, écrivant des lettres arabes qui ressemblaient à des oiseaux prenant leur envol, ajoutant son propre vers à l'interminable poème de la connexion humaine. Elle travaillait sur un livre pour enfants, une histoire sur une fille qui parlait la langue des cœurs, illustrée de calligraphies arabes qu'elle apprenait à peindre. David regarda sa fille écrire, pensant à Maria, sentant sa présence dans la brise salée, dans la lumière dorée. Il avait passé 3 ans à croire qu'il ne faisait que survivre, juste passer chaque jour pour le bien de Sophia. Mais ici, entouré d'amis improbables devenus famille, regardant sa fille jeter des ponts entre les mondes avec le pouvoir des mots et la pureté de son cœur, il comprit que la survie s'était transformée en quelque chose de plus. Il prospérait. Il construisait. Il prouvait que parfois les moments les plus extraordinaires viennent des gens les plus ordinaires. Que les filles de concierge pouvaient changer le cours d'accord de plusieurs millions de dollars. Que les milliardaires pouvaient trouver la sagesse chez des philosophes de 6 ans. Que l'amour et l'apprentissage pouvaient triompher de la perte et de la limitation. Le thé refroidit à mesure que l'obscurité approchait, mais aucun d'eux ne bougea pour partir. Il y aurait assez de temps demain pour les contrats et les cours, pour le travail et la croissance. Ce soir, ils existaient simplement ensemble. 4 âmes réunies par le hasard, le destin ou l'intervention divine, observant les lumières de la ville se refléter sur l'eau comme des étoiles terrestres. Chacune une histoire, une possibilité, un pont attendant d'être construit entre des cœurs qui avaient appris à parler la même langue d'eux.